Le colonel Patrick Rakotomamoundi, officier en activité, a fait une grande révélation dénonçant un vaste réseau de corruption impliquant Mamra Vatmang et le général Saïville. Il a dénoncé aussi la circulation de bulletins précochés, le déplacement massif de gendarmes pour voter à Tanarive et des ordres illégaux imposés à des officiers durant la présidentielle. En ce 3 mai, journée mondiale de la liberté d'expression, Madagascar enregistre un fort recul. Selon Reporters sans frontières, le pays est passé de la 57e place en 2021 à la 113e en 2025, après un recul à la 100e place en 2024 sous le régime Rathwild. De l'actualité internationale, la défense civile à Gaza a annoncé ce samedi la mort d'au moins 11 personnes à la suite d'une frappe nocturne israélienne sur le camp de réfugiés de Khan Younes. L'enclave palestinienne reste privée d'eau, de nourriture et de médicaments depuis le 2 mars, date à laquelle Israël a décrété un blocus total de l'aide humanitaire. Le colonel Patrick Rakotomamoundi, connu sous le nom de Dr Patrick dans le milieu médical, a fait aujourd'hui une révélation sur l'affaire du cocktail Molotov déposé le 3 avril 2025 devant le portail du siège du PAC aux 67 hectares, ainsi qu'à la Villa Prado à Talmil, immeuble appartenant à une personnalité bien connue. Des tracts visant le propriétaire accompagnaient les engins incendiaires. Cette affaire avait provoqué une vive réaction des autorités. Une enquête conjointe police-gendarmerie a conduit à l'arrestation de 30 personnes, 50 déplacés sous mandat de dépôt à Tiafay et à Talmour, parmi lesquels la femme d'un colonel et un gardien de l'immeuble Knaps où se situe le siège du PAC. L'officier supérieur suspecté encore en fuite est activement recherché. Ce qui donne un tournoi à l'affaire, ce sont les révélations faites par ce dernier qui dénonce une corruption à grande échelle, impliquant notamment le ministre des Forces armées, le général de corps d'armée Lala Mouzadil Fasaïville et le conseiller spécial d'Andradwil, Mamra Vatmang. Monsieur le Président, comprendre et non. Monsieur le Président, comprenez-vous que vos proches, y compris Mamra Vatmang et le général de corps d'armée Lala Mouzadil Fasaïville, font partie d'un réseau de corruption à grande échelle, espérant que ni vous ni le Premier ministre ne vous efforcerez de les protéger? Permettez-moi de rappeler un événement qui date de 3 mois. Vous pouvez poser la question au directeur général de l'hôpital militaire, car il a été convoqué après que j'ai été démis de mes fonctions, sous prétexte que j'étais un soulard. Le surlendemain, j'ai adressé un élément de réponse au président et au Premier ministre, car il semble que mon comportement soit mis en cause. Mais la vérité, Monsieur le Président, c'est que depuis ma nomination au poste de directeur technique adjoint en septembre 2023, j'ai découvert une corruption de haut niveau à l'hôpital. La recette de l'hôpital a inexplicablement augmenté et j'ai observé de nombreuses fraudes. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'on commence à dire qu'il fallait me renvoyer, car je dérangeais ce système. Le Premier ministre et le président d'Andradwil auraient été informés depuis longtemps, selon ses propos, sans qu'aucune mesure n'ait été prise. Une inaction qui interroge sur d'éventuelles complicités ou intérêts à préserver. Le chef du gouvernement est d'ailleurs cité à plusieurs reprises comme destinataire de lettres officielles alertant sur ces affaires. Ce n'est ni un opposant, ni un officier retraité, mais bien un haut responsable en activité qui parle. Il évoque une corruption systémique touchant les marchés publics, la justice, les douanes, les aéroports, entre autres. Monsieur le Président, vous le savez, Monsieur le Président, aujourd'hui, la chirurgie cardiaque fonctionne à nouveau. C'est moi qui me suis chargé d'accueillir à Ivat les médecins venus de Paris, de Nantes et de La Réunion. Lors d'une réunion sur place en présence d'éléments de la présidence, j'ai personnellement vu des agents de sécurité de Mamra Vatmang en civil, accompagnés du PA venir récupérer des colis sans passer par la douane. Plus récemment, lorsque je suis venu chercher des cadeaux pour les orphelins à Ivat, j'ai constaté que les scanners utilisés sur place appartiennent à Mamra Vatmang.
Lors de l'évasion de cet officier durant sa garde à vue, c'est sa femme qui a été arrêtée à sa place. Une civile, sans lien avec l'affaire, aujourd'hui détenue comme moyen de pression pour le forcer à se rendre. Une pratique que certains qualifient d'indigne d'un état de droit, évoquant des méthodes dignes d'un régime mafieux ou d'un groupe terroriste, car en démocratie, la famille, épouse ou enfant ne devrait jamais être prise en otage pour des affaires strictement professionnelles. Inona moa ny idiran'ny vady andefa mandroko amin'ity affaire ty fiarovako ny haiko ny antony alako tao garde à vue ary zandary maro be miaranao ataovy any an-tsainao zany. Que vient faire ma femme dans cette affaire? J'ai fui la garde à vue pour préserver ma vie. Dès le début, plusieurs gendarmes ont averti. Protégez-vous, mon colonel. Cette affaire va vous envoyer à Tiafa et Ravadmanga vous fera éliminer. Ma femme, qui n'a aucun lien avec ce dossier, a été arrêtée à ma place. Si jamais il lui arrivait quelque chose, vous savez parfaitement ce que cela signifierait. Le plus dangereux, monsieur Ravadmanga, c'est de blesser une bête acculée. Pour nous, officiers, le retour de la flamme est inévitable. Aux fonctionnaires malgaches, aux gendarmes, aux membres de la défense, des finances et d'autres secteurs qui possèdent des dossiers sur les complices de Ravadmanga et n'osent pas parler, le moment est venu. Levez-vous, n'ayez plus peur. Le président Andradzuil doit s'adresser à la nation demain. Que dira-t-il de cette affaire? Prendra-t-il des mesures concrètes? Osera-t-il suspendre les responsables et ouvrir une enquête? Ou choisira-t-il de garder le silence? Le discours de demain devrait apporter des réponses aux nombreuses interrogations que se posent les Malgaches. D'autres révélations du colonel Patrick Rakot-Mahmoudi confirment plusieurs irrégularités dénoncées lors des dernières élections. Parmi elles, l'existence de bulletins précochés, la prolifération d'ordonnances douteuses et l'acheminement massif de gendarmes extérieurs pour voter dans la capitale à Tal-Najiv, autant d'éléments que cet officier en activité a décidé de dévoiler publiquement. Mme Ravadmanga, nous sommes plusieurs officiers à savoir que vous avez demandé au général Saïvelu de mettre en place un directoire militaire durant les troubles qui ont marqué la campagne électorale présidentielle. Nous n'oublions pas cela. Personnellement, je ne connais pas vos complices, mais je peux témoigner d'un fait précis. Le fils de mon frère, encore capitaine, a failli être lynché par la population à Ivangi parce que vous lui avez ordonné d'aller voter avec un bulletin déjà précoché. Ce scandale avait même été évoqué sur Facebook par le député Fitch. Lorsque j'ai vu cela, j'ai immédiatement saisi mes supérieurs. Ils m'ont répondu que c'était un ordre. À Betungulu, j'ai été surpris de croiser un grand nombre de gendarmes en civil. Sur le ton de l'ironie, j'ai dit « Voilà maintenant que beaucoup de gendarmes font de la police électorale ». L'un d'eux m'a répliqué « Ce ne sont pas des policiers électoraux, ce sont des gendarmes mobilisés pour voter ». Alors je pose la question à la HCC et à la CENI « Acceptez-vous ces pratiques ?» Jusqu'ici, la CENI est restée silencieuse quant à ses responsabilités. Fait inédit, c'est un officier toujours en service qui ose aujourd'hui briser le silence et pointer du doigt ses fraudes massives et vols de voix. La CENI continue pourtant d'affirmer que les élections se sont déroulées dans le calme et en bonne et due forme. Or, sur le terrain, les constats parlent d'eux-mêmes. On a constaté des ordonnances raturées et remplies à la hâte, des fiches mentionnant des identités fictives ou sans filiation, une femme recensée avec 16 voire 30 enfants portant le même nom, des électeurs munis d'une ordonnance en plus d'une carte électeur, d'autres avec 2 identités, une sur la CIN, l'autre sur la carte électeur, des votes dans des localités sans lien de résidence, des électeurs renvoyés en voiture, votant dans plusieurs bureaux, et des individus pris en flagrant délit avec des bulletins déjà cochés. Malgré l'évidence, la CENI n'a pris aucune mesure. Son silence est aujourd'hui remis en question par une partie croissante de la population et désormais par une fois au sein même des forces de l'ordre. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce jour à Morondave pour Madagascar dans un contexte préoccupant. Le pays a connu un net recul en matière de liberté de la presse sous le régime Radziwiłł, selon les données de Reporters sans frontières. En l'espace de 4 ans, Madagascar a perdu 56 places, classé 57e en 2021. Il occupe désormais la 113e position sur 180 pays en 2025, après un passage à la 100e place en 2024.
2024. Ce recul s'explique par une combinaison de facteurs: pression politique, fragilité économique des médias, atteinte à la liberté d'expression, menaces contre les journalistes et les entreprises de presse. À cela s'ajoutent des pratiques inquiétantes telles que l'exclusion de certains médias lors des conférences de presse gouvernementales ou la marginalisation de journalistes jugés critiques. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas emprisonné qu'on est libre. La liberté de la presse ne se résume pas à l'absence de barreaux. Certains journalistes subissent des pressions économiques, comme des salaires très bas dans certaines stations. Parfois, des conférences de presse sont organisées sans que tous les médias soient invités. Ce sont aussi des formes de menaces. Tant que l'on continue à restreindre l'accès à l'information ou à fragiliser économiquement les professionnels, on ne peut pas parler de véritable liberté. Avoir une station encore ouverte ou ne pas être incarcéré ne suffit pas à garantir la liberté du journalisme. La situation risque de continuer à se détériorer si les pressions politiques et économiques persistent. Une solidarité fondée sur le professionnalisme et le respect de l'éthique est nécessaire. Le journalisme à Madagascar dépend de nous, journalistes. Nous devons nous unir pour défendre notre métier et respecter l'éthique professionnelle. Cette liberté n'est cependant pas dissociée de la situation économique du pays. La baisse des indicateurs économiques a directement contribué à la dégradation de notre classement. À mesure que le pays s'appauvrit, les journalistes et le journalisme même sont fragilisés. Parallèlement, l'influence des élites économiques sur les médias grandit, et l'accès à une information véridique et de qualité se réduit de plus en plus. Le ministère de la Communication et de la Culture a rejeté l'idée d'un recul de la liberté de la presse, arguant qu'il s'agirait d'une tendance mondiale. Cette position a suscité de vives réactions parmi les acteurs du secteur en ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Liberté de la presse et liberté d'expression sont pourtant indissociables. Valoriser ces 2 piliers est indispensable pour restaurer la démocratie et favoriser le développement. Le journalisme exige rigueur, compétence et engagement, particulièrement dans un contexte où les réseaux sociaux diffusent massivement des informations à vérifier. Les technologies modernes, telles que l'intelligence artificielle, sont de plus en plus utilisées dans le traitement des données au sein du travail journalistique. Dans ce secteur, l'usage de l'intelligence artificielle présente des avantages, mais elle comporte aussi des risques si les journalistes ne veillent pas à respecter l'éthique de leur profession. L'intelligence artificielle offre des avantages notables en matière de gain de temps et d'efficacité, permettant aux journalistes de se concentrer davantage sur l'analyse et l'approfondissement de leur travail. Son utilisation est aujourd'hui nécessaire, mais elle comporte des limites, elle ne remplace pas l'humain. C'est au journaliste de maîtriser cet outil et de l'intégrer avec discernement dans sa pratique professionnelle. Dans un contexte national marqué par des tensions croissantes et une prolifération des fausses informations, il est d'autant plus crucial que les journalistes fassent preuve de vigilance et s'attachent au strict respect de l'éthique de leur métier. Le développement de l'intelligence artificielle a un impact direct sur le modèle économique des entreprises de médias. Cela peut entraîner des pertes, voire des suppressions d'emplois, ce qui pousse les acteurs du secteur à envisager des stratégies pour transformer ces défis en atouts pour l'exécution de leur travail. Aujourd'hui, le monde du journalisme fait face à une concurrence accrue, notamment avec l'augmentation de la presse en ligne et la diffusion massive d'informations numériques. Dans la presse écrite, certains métiers comme ceux de secrétaire de rédaction ou de relecteur tendent à être remplacés par l'intelligence artificielle. Ce phénomène soulève des inquiétudes, mais il comporte aussi des aspects positifs. L'IA permet en effet de gagner du temps sur certaines tâches, un temps qui peut être réinvesti pour améliorer la qualité du contenu ou pour renforcer la rentabilité des entreprises de presse. Les journalistes ont une responsabilité importante dans l'élaboration de statuts pour l'utilisation des technologies modernes afin d'éviter tout excès. Il est également crucial que les journalistes s'efforcent de maîtriser ces outils pour rester à la pointe des évolutions technologiques. Avantages ou risques pour le travail journalistique.
l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tel était le thème du débat organisé aujourd'hui par l'ONG Maln à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce thème s'inscrit dans celui plus général de cette journée à l'échelle internationale, qui est « Informer dans un monde complexe ». Un drame s'est produit ce matin aux alentours de 2 heures près de la station-service Jovena, 67 hectares. 4 employés de la PIPA ont perdu la vie alors qu'ils intervenaient dans un canal souterrain. Selon les premiers éléments recueillis, une asphyxie provoquée par des émanations de gaz issues des ordures et des eaux usées serait à l'origine de leur décès. D'après les témoins sur place, les victimes ne portaient aucun équipement de protection individuelle lors de leur descente, ce qui aurait aggravé la situation. Parmi les personnes décédées, figure le chef du service de maintenance et d'exploitation. Comme à chaque début et fin de saison des pluies, les agents interviennent pour évacuer les déchets dans le canal souterrain. Leur véhicule est arrivé sur place, et le premier agent descendu n'a plus donné signe de vie. Inquiet, un deuxième a voulu vérifier ce qui se passait, mais il a disparu à son tour, sans aucune réaction. La même scène s'est répétée avec un troisième. C'est alors que le quatrième agent, témoin de la situation, a couru alerter les gendarmes postés près de la station Jovena, leur lançant « 3 de mes collègues sont morts dans le trou ». Malheureusement, entre-temps, leur chef de service est lui aussi descendu pour tenter de comprendre ce qui se passait, et a connu le même sort. Un jeune homme de passage a tenté de leur porter secours avec l'aide d'autres riverains, mais il était déjà trop tard lorsque les corps ont été remontés. Les secours ne sont arrivés qu'après le constat des décès. Certains témoins s'interrogent, s'agit-il d'un manque de préparation ou d'une négligence? Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les causes précises de cet accident mortel. Toute l'équipe de Cool TV FM adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Toutes les faiblesses qui empêchent de revendiquer la souveraineté et la restitution des îles éparses sont visibles sous le régime actuel. Premièrement, le fait qu'Andradouane ait renoncé à sa nationalité malgache et soit désormais tenu de défendre les intérêts de la France. Deuxièmement, la profonde pauvreté à Madagascar qui rend impossible un rapport de force équilibré entre les deux pays. Un point crucial si l'on observe le succès de Maurice dans sa revendication de souveraineté sur ces îles face au Royaume-Uni. Amizao fotoan'izao nanaiky ny anglisy hoe lasa miverina à Maurice Sagos ary nanaiky. Les Britanniques ont accepté de restituer les Chagos à Maurice, et les Français ont également accepté d'ouvrir le dialogue sur la rétrocession de l'île Tromelin. Ce changement d'attitude s'explique notamment par le développement économique de Maurice et par le niveau de vie plus élevé de sa population. C'est dans ce contexte que les Mauriciens ont pu discuter d'égal à égal avec les Britanniques et les Français autour de la table des négociations. Cette situation nous interpelle, si Madagascar parvient à sortir de la pauvreté et à se développer, elle pourra elle aussi peser davantage dans les discussions internationales et faire valoir ses droits sur les îles éparses. À l'inverse, tant que la pauvreté persiste à ce niveau, nos revendications resteront sans effet. Même si la deuxième réunion de la commission mixte, qui se tiendra à Paris le 30 juin, est présentée comme une avancée vers un compromis entre la France et Madagascar, il faut s'attendre à des négociations longues et difficiles. Il ne suffit pas d'avoir une position officielle, il faut aussi des dirigeants réellement déterminés à réclamer les îles éparses avec une politique diplomatique cohérente. Et surtout, il faut s'attaquer à la pauvreté, car tant que la pauvreté persistera, il ne sera pas surprenant d'entendre des réponses comme celle qu'avait formulée le président français, selon laquelle les 80% de pauvreté à Madagascar devraient être la priorité des discussions et non la question des îles éparses. Ces propos sont une leçon pour Andradouane, reste à savoir s'il en tirera les conséquences et mettra enfin les intérêts de la nation et du peuple au cœur de ses priorités.